La Manufacture RH vous présente 13e mois. J'ai la conviction qu'on n'est pas différent quand on est dans les bureaux et quand on est hors des bureaux. On est la même personne. Gérer des équipes, c'est pas simple. Ça amène beaucoup de problématiques. Et le DRH, tu le vois vraiment comme ce fournisseur officiel de solutions, cette personne qui va accompagner ses managers. En fait, dans notre parcours de recrutement, le candidat, alors il a un entretien comme tous les recrutements. Après, il fait un truc qui s'appelle la restitution. Il va nous raconter comment il a vécu son entretien, qu'est-ce qu'il a retenu et comment il voit la boîte et comment il s'y projette. Et il le raconte comme il veut. C'est ça aussi faire des RH en entreprise. C'est permettre de mettre en place des outils et qu'il y a un échange entre deux personnes qui se disent merci. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH, HRBP, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Servane. Bonjour Flaubert. Bienvenue sur 13e mois. Merci, ravi d'être là. Bah écoute, avec plaisir. Ça va ? Super, et toi ? Écoute, oui, très bien. Alors moi, quand on me pose cette question, en général, ce fameux « ça va », souvent de manière un peu instantanée, je réponds « ça roule ». Alors le but n'est évidemment pas de parler de mes tics de langage, mais c'est entrer en matière à un sens, car Servane, tu es la DRH heureuse de la société Roule. Roule, c'est une start-up, pas si start-up, âgée de 40 ans, une belle boîte qui a su évoluer avec son temps et dans laquelle tu fais plein de choses en RH. Et je suis vraiment très content de te recevoir aujourd'hui pour que tu partages avec nous tout ce que tu as mis en place. Alors je suis d'autant plus content que depuis peu, tu ne fais pas que des RH chez Roule, mais tu es également en charge de la relation client. Ton titre, c'est directrice des relations humaines et clients. Et ça, moi, j'adore, parce que j'aime répéter que les salariés sont des clients internes et les consommateurs sont des clients externes. Et toi, Servane, tu es la preuve, ce trait d'union qu'il y a entre les clients internes et les clients externes. Alors, on va parler de tout ça, mais avant cela, ma petite question habituelle, qui es-tu, Servane Petit ? Alors, qui je suis ? C'est toujours difficile de répondre à cette question. Ce qui me définit en premier, c'est que je suis maman de 4 enfants. Et ça, c'est important. Très important. Dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça fait 20 ans que je fais des ressources humaines. Ça passe vite. Dans plusieurs secteurs d'activité, puisque j'ai travaillé pour des boîtes d'études marketing comme Kantar. J'ai travaillé dans de la distribution et notamment chez Feu sur Couf, chez Fnac.com dans le web. Toujours sur des fonctions RH ? Toujours sur des fonctions RH. D'accord. J'ai même travaillé pour des écoles, des écoles hors contrat. Et puis en 2014, j'ai rejoint Club Identicar, et qui est devenu Roule aujourd'hui. Premier club automobile de France. Et qu'est-ce que j'y fais depuis 2014 ? Je participe à la transformation de l'entreprise qui tend vers une symétrie des attentions pour le client et le collaborateur. Donc, ce qui m'importe aujourd'hui chez Roule et ce qui m'importe, pas seulement aujourd'hui en fait, depuis que je suis arrivée, c'est de permettre à chacun de s'épanouir au travers de la confiance et de l'autonomie qu'on peut leur donner. D'accord. Donc, Roule, je l'ai un peu dit dans l'introduction, c'est une société qui a 40 ans et qui pourtant, tu me l'as dit, quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit, en fait, c'est une start-up, on fonctionne comme une start-up, on n'est pas une start-up, on a 40 ans. C'est quoi le business de Roule et c'est quoi le fonctionnement comme ça, là, les grandes valeurs de l'entreprise ? Alors, Roule, c'est un club automobile qui met à disposition des automobilistes différentes formes de produits pour les accompagner. Pour être plus clair, on vend au travers des concessionnaires automobiles des produits au client final qui devient membre
du club Roule. C'est des produits plutôt aujourd'hui assurantiels, un peu comme une mutuelle. Tout ce que ton assurance ne prend pas en charge, on va venir le prendre en charge. Donc, tu as un pépin sur la route, tu nous appelles, on gère ton pépin, on s'occupe de tout, les papiers, on est même capable d'appeler l'assurance, et voire même, on va au-delà de ton besoin, parce que notre objectif, c'est vraiment d'enchanter nos membres. Et notre ambition, c'est de rendre l'automobile plus simple, économique, mais aussi solidaire. Si je dis que c'est une assurance plus, une surassurance, un club qui te permet d'avoir des avantages auxquels tu vas adhérer, c'est ça okay, exactement. D'accord. À la fois avec des produits d'assurance, à la fois avec des bons plans, mais à la fois avec du service en cas de pépin ou même si tu as besoin dans le cadre de ta mobilité. Ok. Combien de collaboratrices, collaborateurs ? Aujourd'hui, on est 270 collaborateurs, avec à peu près un équilibre 60% de femmes, 40% d'hommes. Ok, d'accord. Les valeurs de l'entreprise, il y a des choses comme ça à partager. Ouais, c'est toujours important, les valeurs, le truc sur lequel souvent le COMEX, là, il se penche. Il faut qu'on ait des valeurs. Bon, c'est quoi les vôtres alors ? Alors, c'est assez rigolo parce que souvent, on disait qu'on avait une culture très forte chez Identicar à l'époque. Et il y a un moment, on s'est dit, il va bien falloir qu'on pose des mots là-dessus, parce qu'à chaque fois, on dit la culture est forte, mais il n'y a pas de mots. Et en fait, on a décidé de poser ces mots de manière co-construite avec les équipes. Donc, c'est pas seulement les dirigeants qui ont décidé de ces valeurs. Ça a été fait avec les équipes. Et nos valeurs, aujourd'hui, elles s'appuient sur 5 piliers qui est rouler à l'enthousiasme, parce qu'on est toujours à fond dans ce qu'on fait chez Roule. Aller au-delà du service, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. On va au-delà de ce que nous demandent nos membres. Notre but, c'est de les enchanter, et c'est pareil pour nos collaborateurs. C'est important, toujours d'aller au-delà. D'être tous authentiques. On aime bien dire qu'on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. On vient tel qu'on est, avec ce qu'on est, et c'est ça qui nous plaît. Avancer à petits pas. On n'aime pas les grands projets qui se terminent jamais, dont on voit pas le bout, qui sont complexes. On aime les choses simples et pragmatiques. Et donc, on avance à petits pas et finalement, on avance vite à petits pas. Et enfin, entrepreneurs ensemble. Pourquoi entrepreneurs ensemble ? Parce que finalement, les collaborateurs ont même l'impression que l'entreprise leur appartient et ils s'y investissent comme si c'était la leur. Et donc, c'est vraiment le pilier qui nous semblait important aussi à faire ressortir. Très intéressant. Moi, je vois plein de choses au niveau RH derrière ces valeurs. Je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place. On va en parler durant cet épisode. Tu l'as dit, donc Roule, c'est le nouveau nom. Donc, tu es arrivé dans une entreprise qui ne s'appelait pas Roule. Vous avez changé de nom. J'ai envie de te poser une question là-dessus. C'est quoi le rôle de la DRH que tu es dans ce changement d'identité, ce changement de nom ? Quel a été ton rôle là-dedans ? Je ne sais pas si c'est vraiment dans le changement de nom ou plutôt dans l'évolution de la culture de la boîte et dans la transformation de la boîte qui fait qu'aujourd'hui, on est plus dans notre temps, si on peut dire ça comme ça. Et Roule, c'est vraiment l'entreprise d'aujourd'hui et c'est à ça que j'ai participé en fait. Donc, c'est difficile de dire est-ce que j'ai choisi le nom, est-ce que c'est moi qui ai participé au changement de la marque. Non, en fait. Mais pour de vrai, ça fait depuis 2014 que je travaille à la transformation de cette entreprise d'un point de vue humain pour répondre aux besoins des collaborateurs, pour qu'eux-mêmes répondent aux besoins des clients. Et c'est quelque chose qui a fait que l'entreprise, finalement, aujourd'hui, est bien dans son temps et un nouveau nom qui marque aussi cette position dans le temps, parce qu'Identicar, finalement, c'est un nom qui faisait un petit peu ancien, si on peut dire ça comme ça. Et donc, voilà, on est reparti sur un nom un peu plus moderne qui s'appelle Roule, et qui, en plus, correspond assez bien à ce qu'on est autour de la mobilité. Ok, quand tu as pris le poste, quand tu as rencontré tes futurs boss, le deal, c'était ça ? C'était ok, nous, on a besoin de quelqu'un qui va accompagner la transfo de l'entreprise. C'était déjà ça quand tu as pris ton poste en 2014 ou c'était pas encore tout à fait le truc et puis avec le temps, tu as accompagné ce mouvement ? J'ai du mal à répondre à cette question.
Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré pour la première fois les dirigeants d'Identicar, c'était en 2012. Ok. Il paraît que j'ai été le recrutement le plus long de la boîte. 2 ans? C'est pas ça. mal, ça. C'est vrai que j'espère qu'il n'y en a pas eu beaucoup comme ça. Et en fait, à cette époque-là, je suis pas sûre qu'ils pensaient encore à cette transformation. En revanche, quand je suis arrivée en 2014, il y avait déjà quelque chose qui était initié sur le travail, la collaboration avec l'ensemble des équipes, puisque ils avaient déjà lancé des ateliers d'innovation dans lesquels l'ensemble des collaborateurs participaient pour réfléchir à l'identicar de demain. Et donc, en fait, il y avait déjà un truc qui était un peu lancé. Donc, ils m'en avaient parlé, mais pas plus que ça. Donc, j'ai envie de dire, c'était pas aussi clair que ça, même si j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire dans cette entreprise parce qu'ils se réinventaient tout le temps. Et les dirigeants que j'ai rencontrés m'ont vraiment inspirée en me disant oui, ça change tout le temps, ça bouge, on se pose tout le temps des questions, on se remet tout le temps en cause. Et du coup, on évolue en permanence. Et ça m'a plu. J'entends qu'il y avait déjà ce terreau, on va dire, de cette co-construction. Quand on a échangé, quand on a préparé, quand on a parlé, c'est quelque chose que j'ai senti d'assez récurrent, la co-construction, le travail avec les équipes. Et là, tu es en train de dire, déjà en 2012, il se projetait avec les équipes sur c'est quoi notre boîte de demain, c'est ça? C'est exactement ça. C'était la première initiative, en fait, de ce type-là chez Identicar à l'époque. Ok. Je veux quand même revenir sur un truc, parce que tu vas pas éviter la question, mais comment se fait-il que ton recrutement ait duré pendant 2 ans? Alors moi, je fais du recrutement, c'est mon métier de recruter des fonctions RH. 2 ans, alors j'ai vu des process longs, parfois il se passe plein de choses dans l'entreprise. 2 ans, j'ai encore jamais connu. Je sais pas, il y a une anecdote, un truc à Oui, nous il y a dire une petite là-dessus? anecdote. Ok. En fait, en 2012, donc, j'ai rencontré les 2 dirigeants de l'entreprise. J'ai même passé une journée complète chez Identicar parce qu'on fait des mises en situation. Mhm. Et où j'ai rencontré plein de gens hyper chouettes. Et j'étais sur un autre process de recrutement à côté. Et en fait, mon intuition, j'avais adoré Identicar. Je m'étais bien sentie humainement dans cette boîte. Et je suis partie ailleurs. Ok. J'ai eu une proposition ailleurs et j'ai refusé une proposition chez Identicar. Et finalement, ce ailleurs, il ne s'est pas passé aussi bien que ce que j'espérais. Et puis, Identicar, et ça ne s'est pas passé comme ils l'espéraient aussi de leur côté. Ok. Et puis, au bout d'1 an et demi, on s'est donné des nouvelles. Et puis, on est reparti D'accord. dans un nouveau process de recrutement. D'accord. Et cette fois-ci, j'ai dit OK et voilà, et j'ai pris mon poste. Bon, donc 2 informations moi, que je tire de ça. La première, c'est faut savoir écouter son intuition Exactement. et aller au bout du truc. Et ça, voilà, notez-le bien toutes et tous. Et la deuxième chose, c'est que quand on est fait pour, à un moment donné, faire un bout de chemin ensemble, les routes se recroisent à nouveau, la preuve. Et ça fait un bon bout de chemin que tu fais aujourd'hui avec Roule. Exactement. Ok, super. Tiens, encore une question là par rapport à ce que tu as dit, mais j'ai senti que tu évoquais le fait de dire on a commencé de changer en interne pour arriver à changer en externe et fournir peut-être un suivi encore plus poussé, une prestation encore plus individualisée, aller au-delà des attentes des clients. Ça, c'est un peu la finalité. Le départ, c'est qu'est-ce qu'on a fait en interne pour arriver à insuffler cet état d'esprit-là. C'est ce que tu as évoqué tout à l'heure? Alors oui, en fait, on a effectivement beaucoup travaillé sur l'interne, sur les équipes, sur les collaborateurs, pris soin d'eux. On s'est rendu compte à quel point c'était important pour eux de participer finalement à la définition des projets, à la définition, voire même de la stratégie de l'entreprise, de co-construire avec nous. Et en fait, ça les embarque. En fait, ils embarquent tout seuls, parce que c'est leur projet finalement. Et du coup, ils déploient des choses encore plus fortes auprès des clients et qui correspondent encore mieux aux besoins des clients. C'est vraiment ce en quoi je crois. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand vous avez, alors là, je vais parler côté relation client, mais quand vous avez des personnes qui se sentent bien dans leur job, évidemment,
ils vont prendre soin correctement des clients. Ok, donc ça c'est quelque chose vraiment auquel tu crois et Ouais. voilà, ce que j'aime c'est de partager ces choses-là. Parfois on le dit, on l'écrit, puis il y en a qui nous disent oui, ça c'est des grandes théories. Non, ce ne sont pas de grandes théories, c'est la réalité et c'est important de le dire. Allez, question assez globale, mais tu es donc directrice des relations humaines et pas que, puisqu'il y a la relation client derrière et ça, bon, je trouve ça vraiment top. Comment tu définis ton rôle à toi dans l'entreprise? C'est quoi pour toi ton rôle de DRH au sein de Roule? Mon rôle au sein de Roule, c'est d'accompagner les équipes pour permettre à chacun de s'épanouir pleinement. Et en fait, ça veut dire plein de choses. Il y a plein de choses derrière. C'est en premier lieu accompagner les managers, parce que je crois beaucoup au rôle du manager pour que les collaborateurs se sentent bien. Pour moi, c'est un vrai relais. C'est permettre de l'autonomie, la responsabilisation, la co-construction, on en a déjà parlé, faire confiance et insuffler en fait cette confiance au sein de l'entreprise. Mais c'est aussi mettre à disposition des outils ou aller chercher en tout cas des outils, des méthodes qu'on teste. Alors quelquefois ça marche pas, évidemment. C'est le principe du test. Exactement. Qu'on teste, qu'on met en œuvre pour répondre à nos besoins qui vont nous ressembler aussi, parce que c'est important d'avoir des outils et des méthodes qui nous ressemblent. Ça, c'est une autre chose. Et notamment dans les outils et les méthodes, il y a un truc qui est hyper important, c'est d'écouter les salariés. Nous, on a un outil pour écouter les salariés tous les mois, pour qu'ils puissent nous remonter des éléments qui nous permettent d'agir derrière. Donc voilà, je participe, en tout cas, je participe, je pousse différents sujets, différents projets, différentes idées pour accompagner la croissance de Roule, mais pour accompagner la croissance de Roule, aussi accompagner chacun à s'épanouir chez Roule. Ok, tu as évoqué j'entends, le binôme manager-DRH. Ouais. Tu le vois comme ça et tu sens vraiment cette proximité qu'il doit y avoir avec ces managers qu'il faut accompagner au quotidien parce que gérer des équipes, c'est pas simple. Ça amène beaucoup de problématiques. Et le DRH, tu le vois vraiment comme ce fournisseur officiel de solutions, cette personne qui va accompagner ces managers? Alors oui, je le pense sincèrement. Je peux rêver que tous les collaborateurs deviennent plus autonomes, soient heureux, bien dans leur job, se sentent utiles. Si les managers sont pas bien accompagnés, en fait, c'est pas possible. Pour moi, le manager, c'est un relais et c'est une personne avec qui les RH vont travailler en particulier. Bien entendu, ils travaillent aussi avec les collaborateurs et elles connaissent assez bien les collaborateurs, mais c'est important, effectivement, d'avoir ce binôme, je ne sais pas si on peut dire ce binôme, mais ce lien avec les managers et de les accompagner pour pouvoir transformer en fait l'entreprise et pouvoir mettre en place ce qu'on souhaite mettre en place d'un point de vue humain. Je ne peux pas le faire moi toute seule RH, quoi, c'est pas possible. Alors je rebondis là-dessus parce qu'on n'en a pas parlé. Comment tu es organisé au niveau de ton équipe à toi dans le département RH? Et relations clients. Et relations clients. Alors en fait, ça bouge beaucoup parce que la relation client, je viens tout juste de la reprendre. Donc en fait, sur l'équipe RH, j'ai une équipe qui est sur la partie paye, administration du personnel. J'ai une équipe qu'on vient de créer qui fait du recrutement et qui travaille aussi sur toute la partie inclusion, diversité. Ok. Et j'ai une équipe qui travaille sur l'expérience collaborateur, mais aussi avec des HRBP qui vont avoir chacun un certain nombre de directions dont elles vont s'occuper d'un point de vue généraliste sur tous les sujets en particulier. Et donc là, j'ai 4 personnes sur ce pôle-là. Ensuite, il y a une équipe qui fait de l'accompagnement et de la formation pour la relation client, uniquement. Et là, ils sont 8. Ils étaient rattachés à la relation client jusqu'à maintenant. Et ensuite, j'ai effectivement la relation client avec 2 responsables et puis des team managers. Et puis ensuite, l'ensemble de l'équipe relation client qui fait à peu près une centaine de personnes. Ok. Une belle équipe à gérer. Tu ne dois pas t'ennuyer.
On en a parlé, je pense qu'il est très important. Moi, je veux avoir ton avis sur ce sujet. Tu as donc la relation client. Ça a quel sens pour toi qu'une directrice des ressources humaines s'occupe également de la relation client? Quel sens ça a? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu vois la chose? En fait, la relation client, c'est finalement s'occuper de nos clients qui sont aussi des humains. Ça, c'est la première chose. Et on parlait tout à l'heure de la symétrie des attentions. Moi, j'y crois beaucoup. Et notamment à la relation client, nous, on fait du front et du back. Donc, on prend les appels et puis on répond aussi par écrit aux clients. Et je pense sincèrement que si nos collaborateurs au sein du service client se sentent bien, sont bien accompagnés, ont les bons outils, se sentent utiles, alors ils mettront en fait tout leur cœur, j'ai envie de dire, au service de nos membres, qui sont nos clients. Voilà. Donc c'est vraiment ça en quoi je crois, c'est cette symétrie des attentions où un collaborateur heureux fait un client heureux en fait. Et tu partages ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais cette double notion de client interne avec les équipes et de client externe avec le consommateur ou le client qui va payer chaque mois un service. Alors, oui, je partage, hein, mais en même temps, j'ai du mal à parler de clients quand je parle des collaborateurs des équipes. Okay. Et même, j'ai du mal à les considérer comme des clients. Je veux prendre soin d'eux. Vraiment, je veux prendre soin d'eux. Et je sais que derrière, en fait, naturellement, ils prendront soin de nos clients. D'accord, voilà. J'aime bien cette notion et cette vision des choses. Prendre soin de ces équipes, c'est bien. J'aime beaucoup. Tu parlais tout à l'heure des outils ou d'un outil qui vous permet d'écouter les salariés. Je pense que ce qui va être intéressant maintenant dans la suite de cet épisode, c'est qu'on puisse partager autour des grandes thématiques RH que tu as adressées. Alors, on va pas faire toute la liste parce que sinon, je pense on va passer 3 heures. Mais choisir quelques thématiques et se dire, OK, quand tu es arrivé, qu'est-ce qu'il y avait ou qu'est-ce qu'il n'y avait pas et qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui comme constat ou comme résultat. Prenons cet exemple des écoutes salariés et de l'outil ou des outils que tu utilises dans le domaine. Effectivement, quand je suis arrivée sur l'écoute des salariés, il y avait, je vais prendre cet exemple-là, puisqu'on en parle, on avait un baromètre annuel qui était somme toute très bien, avec, alors j'exagère un peu, mais 50 questions, que tout le monde remplissait une fois par an. On avait des super résultats, c'était très chouette, qui était fait par une boîte externe. Donc on s'en servait un petit peu. Derrière, on mettait en place des actions pour progresser, notamment sur la formation. On n'avait pas des très bonnes notes, donc on a mis en place pas mal d'actions sur le sujet. Donc ça nous aidait un petit peu. 50 questions, quand tu le dis, ça veut dire... un peu. C'était très long. C'était très long. Très long et un peu fastidieux. Et c'est rigolo parce que ce baromètre, en fait, j'ai eu du mal à le faire bouger. Parce que finalement... De manière générale, les dirigeants étaient très attachés à ce baromètre. C'était un moment important dans l'année. Ouais. Alors, qu'est-ce que dit le baromètre ? Oui, exactement. Ouais. C'était important. Ça s'appelait Identicar FM. C'était hyper important. Mais c'est vrai en plus. Mais j'étais persuadée qu'en écoutant les salariés de manière plus régulière, on pourrait avoir des questions différentes, on pourrait prendre le pouls on pourrait réagir plus vite, être plus agile finalement dans nos réponses pour, dès qu'on sent qu'il y a un petit souci quelque part, aller le traiter au lieu d'attendre 1 an avec des choses beaucoup plus larges. Si je dis que tu voulais faire un peu comme un suivi longitudinal, là, un truc beaucoup plus poussé, plus régulier, à petite échéance. Exactement, et notamment par équipe, parce qu'en fait, notre baromètre ne nous permettait pas beaucoup de le faire par équipe, mais plutôt sur toute l'entreprise. Et moi, j'avais besoin de ce côté-là un peu plus par équipe. Et puis le Covid est arrivé. Et on s'est dit, là, on a un problème parce qu'en fait, on ne sait plus comment vont les gens, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ça tombait bien, on avait déjà fait un peu une étude de marché parce qu'on l'avait déjà en tête avec l'équipe RH. T'avais anticipé le truc. Voilà, et donc on a appelé Bloom at Work, qui nous plaisait beaucoup, et on l'a mis en place pendant le Covid.
Et donc, du coup, tous les mois, on posait des questions à nos collaborateurs. Et notamment, dans les questions, il y a une question qui revient tous les mois sur l'épanouissement. Comment tu te sens cette semaine ? Pour avoir un peu une idée du taux d'épanouissement des équipes, même à distance. Ok, donc Bloom at Work, l'outil qui te permet aujourd'hui d'avoir ton suivi longitudinal là, de manière régulière et récurrente. Okay. Exactement. Je répète juste que ce podcast n'est pas sponsorisé, mais que je trouve ça très bien de partager, pas encore sponsorisé, je trouve ça très bien de partager des outils qui viennent du terrain, qui fonctionnent, et ça permettra certainement à beaucoup d'autres de les utiliser, donc c'est parfait. Voilà, donc ça c'est un outil dont on sert tout le temps, et même les équipes maintenant, les managers nous disent « Ah bah tiens, j'ai mis tel truc en place, est-ce que tu peux poser la question dans le prochain Bloom pour voir un peu si les équipes sont contentes de ce qu'on a fait ?» Génial, donc ouais, ça c'est top. Donc c'est un manager qui te dit « Tiens, ouais, on a fait un truc et je voudrais voir un peu la portée que ça a et comment c'est perçu. » Exactement. Ok, et c'est anonyme tout ça, il y a un taux de participation qui est important, tout le monde, enfin quasi tout le monde participe. Alors, on avait des très gros taux de participation au départ. Quelquefois, on en a des un peu moins forts. Mais en général, on est à minimum 75-76%, ce qui n'est pas mauvais non plus. Ensuite, nous, on aime bien avoir des 85%. Enfin, voilà. Donc, plutôt des bons taux de participation. C'est, en fait, c'est complètement anonyme. C'est-à-dire que si tu es moins de X dans une équipe, tu peux pas avoir le résultat de l'équipe parce qu'il n'y a pas assez de gens qui ont participé. Donc, c'est anonyme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut poser des questions ciblées par équipe. Et du coup, ça nous permet effectivement... c'est devenu même un outil finalement pour les managers qui s'en sont emparés pour poser des questions à leurs équipes et avoir leur retour. Et ça, je trouve ça génial. C'est plus un outil juste RH, quoi. Non, c'est top. Et donc, c'est combien de fois dans l'année ? C'est tous les mois. Tous les mois, donc 12 fois dans l'année, il n'y a pas de mois d'août, il n'y a pas de... Vous le faites 12 fois dans l'année. Ok. Et donc, alors... vous pouvez le... En fait, tu le modifies à chaque fois. Tu dis, tiens, je vais ajouter ci, je vais ajouter ça, je vais appuyer là-dessus, c'est ça ? Exactement. En fait, il y a des grands thèmes qu'on va suivre tout le temps, qui peuvent être autour du management ou d'autres sujets. Il y a la question sur l'épanouissement, et ensuite, on peut rajouter quelques questions. Alors, il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon, on ne s'en sort plus, mais on peut rajouter quelques questions un peu spécifiques, liées soit à des projets qu'on a mis en place, soit à des actions qu'on a mis en place pour les collaborateurs. Notamment, là, on a fait une session d'intégration où on a intégré plein de nouveaux. Une journée complète, et on a posé la question aux nouveaux de ce qu'ils pensaient de cette journée pour avoir leur retour. Il n'y a que eux qui ont cette question-là, c'est spécifique. Exactement, okay. On est allé taguer ces personnes-là et qui du coup ont pu répondre directement. Et le suivi après, donc mensuellement, là, ça prend combien de temps d'ailleurs ? Je sais pas, un collaborateur, il le remplit en grosso modo 4 minutes, okay. 5 minutes. D'accord. Donc ça dépend du nombre de commentaires qu'il met. Très bien. Et après, donc, il y a une restitution. C'est quoi ? C'est le manager qui le fait ? C'est un compte-rendu qui arrive global ? Comment ça se passe ? Alors, on a un compte-rendu global. Et ensuite, dans chaque équipe, il y a... Alors, soit c'est le manager, soit il y a un référent sur Bloom qui va travailler sur les résultats avec le RH. Alors, quelquefois, il n'y a pas trop de sujets, donc ça ne demande pas beaucoup de temps. Et puis, quelquefois, on voit qu'il y a un sujet. Et donc là, le RH va alerter en disant « Tiens, dans ton équipe, tu as vu, il y a tel sujet, les résultats ne sont pas très bons, est-ce qu'on peut regarder ça ensemble ?» Top. Ok, écoute, bel outil. Donc, vous utilisez, entre guillemets, mais que ça, ce qui est déjà très très bien. Sur la partie écoute des salariés, vous avez autre chose ou Non, on n'utilise que ça. Ok, très bien. Et dans cet outil, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, en fait, de ton baromètre, quand tu as répondu à toutes les questions, tu as la possibilité d'envoyer un Bloom à quelqu'un de l'entreprise. Et donc, en fait, un Bloom, c'est un petit mot de reconnaissance pour dire bravo, pour dire qu'il est top, pour le remercier pour quelque chose. Et donc, chaque mois, chaque collaborateur peut envoyer un petit Bloom à qui il veut dans la boîte. Et honnêtement, c'est super. Ça marche très bien, ça met du baume au cœur des collaborateurs qu'on reçoive. Et les gens viennent te remercier, en fait, quand tu leur as envoyé un Bloom. Voilà, c'est une forme de feedback positif une fois par mois. Je voulais laisser quelques secondes de silence pour ce moment que je trouve magnifique. C'est ça aussi, faire des RH en entreprise. C'est permettre de mettre en place des outils et qu'il y a un échange entre deux personnes qui se disent « merci ».
Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu m'as apporté, merci pour la solution que tu as pu proposer, merci pour ton attitude en réunion, merci. Je trouve ça extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment top. Et ça n'est donc que du positif. Oui, Le Bloom, c'est un message positif à quelqu'un d'autre. exactement. Et les gens partagent en disant « Waouh, j'ai reçu un Bloom, je suis content », sans peut-être rentrer trop dans le détail, mais ouais, ça c'est... Alors, oui, les gens partagent. Et puis, quand tu reçois un Bloom, en fait, ça te fait plaisir. Donc, en fait, tu réponds à la personne qui t'a envoyé le Bloom. Alors, elle peut le faire de manière anonyme, mais souvent, le Bloom, du coup, il n'est pas anonyme parce que c'est positif. Et donc, tu réponds et ça donne lieu à une discussion et à quelque chose de positif. Ouais, je promeus ce type d'action. Génial, génial, génial. J'aimerais bien qu'on parle onboarding, parce que je sais que vous avez fait beaucoup de choses sur cette partie onboarding, qui est en effet une partie très importante. Moi qui fais du recrutement, qui place des candidats, je dis toujours, il n'y a pas de bon recrutement sans bonne intégration. Ça ne sert à rien de se prendre la tête à mettre en place des process de recrutement extraordinaires ou à prendre des prestataires si derrière l'intégration n'est pas au niveau. Qu'est-ce que vous avez fait en matière d'onboarding ? Qu'est-ce que, et là, un peu dans le même sens, il y avait quoi ? T'as fait quoi ? Tu mesures quoi ? Alors, quand je suis arrivée chez Identicar, en parcours d'intégration, il y avait déjà un parcours, en fait. Tu arrivais et tu avais un planning avec des rendez-vous dans différents services. Donc, tu rencontrais grosso modo les différents directeurs des différents services. Tu allais faire de l'écoute à la relation client et tu allais tourner avec un commercial en région. Grosso modo, c'était ça le parcours d'intégration, sachant qu'on a un parcours de recrutement qui intègre déjà un petit peu les futurs collaborateurs. Donc, le parcours de recrutement, on l'a gardé parce que finalement, on a plusieurs points de contact avec les candidats. Et c'est important parce que pour moi, l'intégration, en fait, elle commence pas quand le collaborateur arrive ou a signé. Elle commence dès la première interaction, avec le candidat. Quand il est encore candidat. Exactement. Quand il n'est que candidat. Mais c'est déjà énorme. Mais parce qu'il met le nez de l'autre côté du rideau, il est en train de voir ce qu'on lui a vendu dans une annonce, parce que là, il a encore rien vu. Et là, ce que tu dis, c'est que ça y est, lui, hop, il est passé de l'autre côté, il commence à mettre un œil dans ce qui se passe derrière. Et dès ce moment-là, c'est important de renvoyer l'image de l'entreprise que tu souhaites qu'il vive après. C'est ça ? Exactement. En fait, dans notre parcours de recrutement, le candidat, alors il a un entretien comme dans tous les recrutements. Après, il fait un truc qui s'appelle la restitution. La restitution, c'est il va nous raconter comment il a vécu son entretien, qu'est-ce qu'il a retenu et comment il voit la boîte et comment il s'y projette. Et il le raconte comme il veut. Donc, on a eu tout, des vidéos, on a eu un gâteau, on a eu des jeux, on a eu... mais vraiment, il le fait de la façon dont il veut. Et ça, déjà, ça le projette dans l'entreprise parce que il réalise, en faisant cet exercice, il prend du recul par rapport à ce qu'on lui a raconté. Il réalise ce qu'il a en face de lui et il réalise que ce qu'il doit produire, c'est avec ce qu'il est. Alors, tu es en train de nous dire que chez Roule, moi, je candidate, je suis reçu en entretien, et après l'entretien, ou à la fin de l'entretien, on me dit « Bon, on va vous demander de restituer la façon dont vous avez vécu cet entretien, ces échanges, de la manière que vous voulez. » Exactement. Génial. Le fond et la forme sont importantes. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, deuxième étape, en fait, on va le mettre en situation. Donc, en fait, il va venir chez nous et il va faire un vrai exercice ou un vrai cas de ce qu'il vivrait s'il était chez nous. Et c'est pas des cas montés ou inventés. Et ça, c'est important. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il réalise ce qu'il va vivre pour de vrai. Et c'est aussi l'occasion pour lui de rencontrer des futurs collègues. Donc oui, aussi dans les recrutements, nous on le fait. C'est pas que le manager qui le fait. Il y a aussi des futurs collègues qui sont intégrés dans le parcours de recrutement. Et donc il va rencontrer des futurs collègues. Donc déjà, il commence finalement son intégration parce que il rencontre les gens avec qui il va bosser et il réalise les sujets sur lesquels il va bosser.
Donc ça fait aussi partie pour moi d'une forme d'intégration. Bien sûr, c'est pleinement dedans. Allez, un petit mot sur ces futurs collègues que vous intégrez. C'est quoi le sens et la valeur ajoutée ? Je trouve ça top et je le recommande vivement. Mais qu'est-ce qu'il y a pour toi derrière ? Le fait que les collègues participent au recrutement ? Oui. En fait, il n'y a pas que le manager qui accueille une personne. C'est une équipe qui accueille une personne. Et typiquement, au service client, je pense qu'un conseiller client, il sait très bien quel est son job. Il peut très bien témoigner de ce qu'il vit au quotidien auprès du candidat pour que le candidat se rende compte réellement de ce qu'il va vivre lui-même. Tu dirais que c'est une forme d'employé advocacy, mais en direct ? Exactement. C'est faire témoigner les collaboratrices et collaborateurs et puis, en effet, donner envie aussi et puis exprimer vraiment ce qu'ils vivent, eux, sur le terrain auprès du candidat qui n'est encore que candidat à ce stade ? Oui. Ok. Vas-y. Alors, je continue sur l'intégration. On essaye aussi, dans notre parcours, d'avoir un moment un peu informel avec nos candidats. C'est aussi important pour nous parce que on est beaucoup dans le lien humain chez Roule. Et du coup, ce lien informel, finalement, c'est quelque chose qu'on vit régulièrement chez nous. Donc, on a aussi un petit moment informel on déjeune ensemble. Souvent, il y a des déjeuners avec l'équipe. On boit un verre ensemble, on prend un café. Enfin, voilà. C'est important que la personne se sente bien et soit pleinement elle-même quand elle est en entretien et quand elle est dans un parcours de recrutement. Pour moi, ça, c'est très important. Que la personne se sente bien, soit pas dans un stress énorme, parce que finalement, c'est quand tu te sens bien qu'on voit qui tu es et que ça permet de recruter la bonne personne. Et, voilà. Ensuite, sur l'intégration, ce qu'on a fait, c'est que on essaye entre le moment où la personne est recrutée, assignée, et le moment où elle va arriver, qu'il y ait plusieurs points de contact. Ça, c'est hyper important parce que quand tu as vécu un parcours de recrutement et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien pendant 3 mois, waouh, c'est difficile d'arriver. Hein. Donc, on essaye d'organiser un déjeuner. S'il y a des soirées ou des événements, on invite la personne à venir à ces événements. Au fur et à mesure, en fait, au cours des 3 mois, on lui fait préparer sa venue en disant bon, voilà, tu veux quel PC, tu as besoin de ci, est-ce que tu as besoin de ça, ah bah tiens, on a des places en crèche, est-ce que tu as besoin d'une place en crèche, enfin voilà, donc on va avoir des interactions aussi bien à distance que lui proposer de venir. C'est sûr, il y aura un déjeuner, il y aura quelque chose avec l'équipe, ça c'est certain, mais ça aussi, je pense que c'est important dans le cadre d'une intégration. Ensuite, une fois que la personne arrive chez nous, elle a toujours ce parcours où elle rencontre un certain nombre de services pour bien comprendre qui on est, comment on fonctionne, pour bien comprendre, enfin, plutôt connaître les gens avec qui elle va travailler. Donc, il y a toujours ce petit parcours. Alors, c'est selon les profils, parce que sur des postes de conseiller client, en fait, on a de la formation, on a des sessions de formation qui sont beaucoup plus longues, où là, ils sont en groupe et donc, ils vont rentrer les personnes ensemble. Et puis, on a développé une journée d'intégration où on reprend finalement toutes les personnes qui viennent d'arriver, un peu comme une promo. Et là, on va faire intervenir différents collaborateurs pour leur expliquer, voilà, par exemple, la fondation, on va venir leur présenter la fondation, puisqu'on a une fondation Roule. On va les faire travailler aussi sur de la méthodo. Et donc là, on va leur faire de la facilitation graphique. On utilise beaucoup la facilitation graphique chez Roule. Donc, on va leur faire un petit cours de facilitation graphique avec des feutres, etc., adaptés. Et puis, l'équipe a créé un serious game pour parler des piliers culturels de Roule. Et donc, on fait un serious game en disant c'est l'occasion de créer du lien avec des équipes tout en leur partageant la culture club de l'entreprise. D'une pierre deux coups. Exactement. Donc, l'équipe s'est formée pour créer un serious game. Donc, elle s'est créée maintenant un serious game, a créé le serious game et maintenant, on le déploie auprès des nouveaux. Génial. Voilà, on a tout le process là, mais c'est pas terminé. C'est pas complètement terminé. Donc ça, c'est important. Ensuite, on fait un point avec le manager et le RRH
Donc, il y a des points de toute manière réguliers pour s'assurer que tout va bien, que tout est OK. Moi, je fais un rapport d'étonnement avec les collaborateurs. Voilà, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a étonné, qu'est-ce qui te plaît moins. Est-ce que ce qu'on t'a raconté pendant ton parcours de recrutement, ça correspond bien à ce que tu vis aujourd'hui? Et ça, j'y tiens énormément. Donc, c'est aussi un bon moment et un moment pour moi, finalement, qui me permet de rencontrer les équipes. Et ça, c'est quelque chose de chouette. Et de comprendre comment ils se sentent et si tout est OK. Et là, on est en train de mettre en place un rapport d'étonnement au bout d'un an. Mhm. Voilà, voilà, ça fait 1 an que tu es là. Où est-ce que tu en es? Est-ce que c'était toujours aussi bien? Et est-ce que ça correspond toujours autant à ce qu'on t'a raconté? Topissime. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est cette vision, ce côté. Et moi, c'est quelque chose que je prône beaucoup suite à un recrutement. Parfois, j'ai des clients qui me disent bon, ça y est, il est OK, il a signé sa promesse d'embauche, faut qu'on attende son arrivée. Non, surtout pas. Ça commence dès maintenant et tu l'ambiances tout de suite et tu le fais voir à l'équipe et tu lui envoies des infos et tu le fais participer à des réunions, etc. Donc voilà, ça part de là, mais tout ce que tu as dit est très concret. Et merci beaucoup de partager tous ces éléments pratiques. J'imagine bien qu'il y en a un ou deux là en écoutant qui vont se dire tiens, je vais peut-être mettre ça moi dans mon intégration. Et top le truc en effet de suivi après 1 an. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent en sortir. Ok, j'aimerais juste qu'on prenne quelques minutes parce qu'il y a une thématique aussi qui est très importante. C'est tout ce qui tourne autour du sens au travail, de cet alignement entre ce qu'est le collaborateur, ce qu'il vit, ce qu'il vit à titre privé. On en avait parlé aussi dans un épisode précédent avec Sandra Aslar, la DRH de Monoprix. Et ils font des choses très intéressantes sur le sujet. Et je sais que vous avez mis aussi en place des choses sur ce sens et cet alignement. Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus, Servane, s'il te plaît? Alors, il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est que j'ai la conviction. Et je pense que c'est la conviction qu'on a quand on dit qu'on est tous authentiques, qu'on n'est pas différent quand on est dans les bureaux et quand on est hors des bureaux. On est la même personne. Et ça, c'est très important. En tout cas, c'est ma conviction. En tout cas, il faut qu'on le soit. Parce que certains peuvent, entre guillemets, vouloir jouer un rôle. Et à un moment donné, il y a ce désalignement qui est source de beaucoup de problèmes. Donc il faut en effet Exactement. que ces personnes soient la même personne à l'intérieur et à l'extérieur. Exactement. C'est ça pour moi être tous authentiques. Alors le sujet du sens au travail. En fait, nous on a beaucoup travaillé sur le bien-être, on travaille beaucoup sur le bien-être des collaborateurs. Je pense que la première chose dans le bien-être, c'est de savoir pourquoi on bosse. De savoir pourquoi on bosse, de comprendre son utilité au sein de l'entreprise. Et ça, c'est très important, d'être capable de se rendre compte des compétences qu'on met en œuvre au sein de son poste. Donc ça passe par plusieurs choses, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça passe par de l'autonomie, ça passe par de la responsabilisation, ça passe par de la co-construction. Oui, quand je participe à élaborer un projet, je mets en place en fait de nouvelles compétences. Je participe à la croissance de l'entreprise, quelle que soit ma place dans l'entreprise. Et ça, c'est important. Donc, que je sois conseiller client, que je sois chef de projet, que je sois RH, j'ai toujours l'occasion, chez Roule, de participer à un projet. Et ça, je pense que c'est important de permettre aux collaborateurs de ne pas rester enfermés juste dans leur poste, mais d'aller au-delà, de pouvoir en sortir, de faire d'autres choses pour se développer et participer pleinement au développement de l'entreprise, en fait. Ça veut dire qu'il y a des projets qui tournent et moi je suis conseiller client et je dis tiens, moi j'ai envie de participer à ce projet-là. Ça se passe un peu comme ça? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, on a d'abord un carnet de route. Donc, c'est une roadmap, en fait. On l'appelle un carnet de route. Ce carnet de route, il est co-construit avec les équipes. Donc, en fait, c'est les équipes qui vont travailler sur nos projets du prochain semestre. C'est ça, 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 ça. Ah tiens, moi, je suis intéressée pour travailler à ce projet-là. Et qui vont travailler sur ces projets.
Ça, c'est une première façon Ok. de le faire. Ensuite, on a d'autres sujets où les collaborateurs peuvent s'investir. D'abord, on a une fondation. Et dans la fondation, on fait du mécénat financier, mais aussi du mécénat de compétences. Et nos collaborateurs, en fait, ont la possibilité de s'investir 1 journée et demie par mois sur leur temps de travail pour la fondation. En mécénat de compétences, auprès d'associations Ou bien juste pour la fondation. D'accord. Je vais te donner 2 exemples. On fait des appels à projets pour la fondation. Et ben, on a des collaborateurs, on a une vingtaine de collaborateurs cette année, qui ont instruit les projets des associations, qui sont même allés voir les associations pour essayer de comprendre ce qu'elles allaient chercher, ce qu'elles faisaient, etc. Qui ont pitché le projet de l'association auprès de la fondation pour ensuite que l'association puisse obtenir des fonds. Donc ça, c'est la première forme d'investissement des collaborateurs. Et ensuite, on a des actions au niveau de la fondation qu'on fait nous-mêmes. Typiquement, on a une classe de code de la route, puisque c'est de la mobilité solidaire. On a une classe de code et donc on a des collaborateurs qui ont créé une classe de code, qui ont des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, soit liées à la langue, soit des problèmes psychologiques, enfin des difficultés d'apprentissage. Et donc, ils ont créé en fait une méthode pédagogique pour accompagner ces populations à pouvoir avoir le code. Ils ont fait des cours de code à ces personnes-là. Mais même là, ils sont en train de finaliser un kit pour pouvoir transmettre ce kit à d'autres associations qui en auraient besoin pour déployer en fait des cours de code au-delà de chez Roule. Et donc pareil, ce sont des collaborateurs de l'entreprise qui s'investissent dans cette classe de code. Donc voilà, ils ont 1 journée et demie par mois pour le faire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très tournant parce que donc on a lancé la fondation 2017-2018. On avait, j'ai envie de dire, une cinquantaine de collaborateurs qui sont portés candidats pour aller sur la fondation. Et en fait, ça tourne. C'est pas toujours les mêmes. Donc, tu peux dire, pendant 6 mois, tiens, je vais aller à la fondation, je vais bosser sur tel projet, ça m'intéresse. Puis te dire après, en fait, là, c'est bon, j'ai d'autres projets par ailleurs sur lesquels je bosse, donc j'arrête la fondation et je vais faire autre chose. Donc, aujourd'hui, on a une quarantaine de personnes qui travaillent sur la fondation, mais c'est pas les mêmes que ceux qu'on avait en 2018, et ça a tourné depuis. Donc ça, c'est une première façon de faire autre chose, d'apporter ses compétences, de développer ses compétences, de créer du lien entre les différentes équipes aussi, parce qu'il y a des personnes de tout niveau, de toutes les équipes qui participent à ça. Et en fait, on a la même chose sur l'interne. Ça s'appelle le collectif. Et en fait, le collectif, c'est un groupe de collaborateurs qui travaillent au bien-être des collaborateurs. Et donc, pareil, ils ont 1 jour et demi par mois pour travailler sur des sujets d'événements, de bien-être, de sport, d'environnement, ou même de mieux travailler ensemble. Et les collaborateurs, de la même manière, se portent candidats pour travailler sur ces sujets-là, et ça tourne au fur et à mesure de l'année. Eh bien, écoute, excellent. Voilà, là, c'est du concret, de voir ces collaborateurs en interne qui vont donner des cours de code. Je pensais, quand tu parlais de ça, je me disais, quand tu réalises que avoir le permis, ça permet à beaucoup de personnes de se déplacer, de travailler. Quand tu connais le coût d'un permis, que tu dois repasser ton code, etc., ça a vraiment du sens. Et je vois derrière, en effet, le sens que donne chaque collaborateur en se disant « Ok, moi, je bosse chez Roule, mais là, je contribue aussi à apporter en interne ou en externe des choses. » Donc ça, c'est vraiment cette quête de sens qui est pour moi le sujet d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup, Servane. Je vais terminer cet épisode avec toi avec 3 questions que je pose toujours. Et je vais t'en poser une 4e aussi, une question subsidiaire que je poserai en dernier. La première question, c'est: quel conseil donnes-tu, toi, Servane, à la jeune Servane de 25 ans qui se dit « Ça y est, moi, je veux me lancer dans les RH ». C'est quoi tes conseils ? Aie confiance en toi. Sois toujours toi-même. Écoute tes intuitions. Et c'est ce qui permettra de faire des belles choses.
On sent la maturité. Là. Écoute tes intuitions, on en a parlé tout à l'heure à un moment donné. Un livre que tu emmènes sur une île déserte? Ça, c'est hyper difficile. Je voudrais en emmener tellement. Ah, il faut en choisir un. Ah, tu peux en dire deux si tu veux. Pas de problème. On est très ouvert. Alors, j'en ai 2 à lire en ce moment, que j'ai pas encore lus, que je pourrais emmener. Mais comme je les ai pas encore lus, ça va être difficile de te dire pourquoi. Ben non, mais au moins donne les Donc, titres. le premier, c'est DRH, le courage de l'humain, qui est coécrit par Olivier Lajoux. Tout un programme, le courage de l'humain. Le courage de l'humain, ouais. Et la position du DRH là-dedans. Très important. Et le deuxième, c'est un livre qu'un ami m'a offert, c'est L'entreprise altruiste, qui est coécrit par Isaac Gates. Ok. Bon, très, très RH, très studieux, bravo. Avant-dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour un prochain épisode qui évolue dans le monde des RH? Est-ce que tu as un nom, tu as quelqu'un à me donner? Charles de Fréminville, le nouveau DRH de Lucas. Exactement. Je le connais un peu en plus, donc c'est parfait. Merci. Allez, petite question subsidiaire. C'était quoi le gâteau qui a été fait là, tu sais, du collaborateur ou de la collaboratrice, tu t'en rappelles? De la candidate. Oui. C'était un gâteau... en fait, c'était une candidate qui était candidatée pour un poste de conseillère client. On lui a parlé de l'enchantement. Et elle a voulu nous faire un enchantement et elle nous a amené un gâteau qui devait faire 50 cm de haut, aux couleurs de roule, brandé roule, avec au-dessus tout l'explicatif de ce qu'était roule. Vous les recrutez ou pas? Ouais. Vous avez bien fait. Merci beaucoup Servane et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Merci Flaubert. Merci, ciao. Ciao.